Bonjour et bienvenue sur le 64e podcast des Dessous du Troll. Aujourd'hui sur le canapé nous avons Vincent. Bonjour. Jocelyn qui est en train de se repositionner. Exactement. Aurélien. Salut. Et moi-même Coralie. Alors, en gros, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? Alors, on va voir... Rien, en grève. Ah bah non, Pourquoi on n'est t'es pas en la grève, t'es SNCF. pas payé ? Je sais pas, Alors, je suis on français. va... d'habitude. Jocelyn qui va nous présenter Audacia. Donc, un Jeu petit de jeu cartes. de cartes avec des épées. On vous en avait déjà parlé un petit peu si vous suivez le shortcast. Et si vous suivez pas le shortcast, bah c'est pas bien. Après, on va avoir Vincent qui va nous présenter Terra Mystica et sa terraformation farfelue. Terraformation mystique. Mystique. Oh, Terra Mystica. Et Aurélien qui va nous faire une énième partie de son Game of Thrones JDR. Je promets qu'elle n'a pas bu avant le début de cet épisode. Et oui, je vais faire la troisième partie de Game of Thrones. Alors de Je toute façon, les gens ont l'habitude qu'on enregistre 2 épisodes par jour. Et là, évidemment, c'est le 2e. Donc on est complètement crevés. On fait de la boue. Ouais. Non, Non, on je fait pas de la présente boue. très bien, ma présentation est très bien. On est plus, Non, c'est on est nous plus qui fun. faisons le boxon. Mais oui, c'est vous qui faites chier. Alors taisez-vous maintenant. Voilà. Donc on remercie nos partenaires Balgeek, Exclick et la carte chance. Salut. Salut. Bisous. Alors nous sommes diffusés sur Pod Radio, sur notre site donc www.lesdessoudutroll.fr. Ouais. Bien sûr, vous Balgeek pouvez aussi, du nous retrouver sur YouTube, Facebook, Twitter et la Dailymotion. et Dailymotion et la. On n'a pas Google+, je crois. Je crois qu'on a un truc, on a une page YouTube. Non, mais, je bah, si, Ouais, mais on a a une rien page, dedans. on a YouTube donc on a Google+. Ouais, on n'a rien dedans. C'est moi qui Google+, les trucs des dessous du troll. Donc voilà, et c'est parti avec Jocelyn. Hein, quoi Sur tout de Audacia. suite Ah bah oui, Bon, c'est parti. que veux-tu qu'on vous dise Je sais d'autre ? pas, moi je dormais. Tu me réveilles brutalement. C'est à toi. Alors Audacia, je montre un peu les paquets de cartes à la caméra parce que j'ai reçu il n'y a pas trop longtemps, je suis très content. C'est un jeu qui s'est financé sur Indiegogo, donc une plateforme de financement participatif. C'est lancé par Guy Windsor, qui est un épéiste assez renommé dans le milieu des arts martiaux historiques européens pour ses travaux notamment sur Fiore dei Liberi. Pourquoi je vous en parle ? Parce que son jeu est basé là-dessus. Il a été fait avec Growling Production, Growling quelque chose. Growl Partnership. Voilà, il n'y a pas de ing, c'est Growl Partnership. Pardon. Et donc avec Rami Laaksonen, le game designer. Les gens apprenaient c'est des surnoms, c'est plus Samuli facile. Raninen et Juha-Pekka Alario. Je regarde d'arriver mon doigt dessus parce que c'est encore moins lisible. Bref, au design du jeu, enfin au graphisme du jeu. Bref, vous l'aurez compris, ces gens sont encore de nationalité pas française. Ils sont basés en Finlande, à Helsinki. Merci les gars, je souffre avec vos noms. Donc ces braves gens ont fait un jeu basé sur les travaux historiques de Fiore dei Liberi pour vous permettre de vous latter avec vos petits camarades en duel d'escrime sans épée, avec des cartes. Vous pouvez prendre des épées si vous voulez. Vous C'est pouvez pas prendre notre des- problème. D'ailleurs, c'est ce qu'on va faire. D'ailleurs, tout de suite, on va mettre en pause le podcast, on va aller à la salle d'entraînement et on va se taper dessus pour vous faire une démonstration du jeu. Ce sera plus simple que d'expliquer les règles. Voilà, et on Ça. revient dans quelques minutes. Dans Audacia, vous allez vous affronter à deux. Il y a donc 2 decks, l'un en bleu représentant Galeazzo et l'autre en rouge représentant Boussico. Certaines cartes diffèrent légèrement d'un deck à l'autre, mais le jeu reste globalement le même des deux côtés. Vous avez en sus, dans chaque jeu, des cartes actions, qui sont les cartes que vous jouerez pendant la partie, desquelles vous vous séparez en début de partie, les cartes marquées d'un B qui sont votre main de base. À côté de cela, vous avez les cartes de posture, qui sont les différentes gardes que vous alternerez en cours de partie. Et enfin, 5 cartes en commun, les 4 valeurs de l'escrimeur, ainsi que la carte qui permettra de vous rappeler de quel côté sont les liens extérieurs ou intérieurs. Le duel commence. Avant ça, le joueur 1 va prendre la première vertu de l'escrimeur, à savoir l'audace. Il laisse le choix à son opposant de la seconde. Elle choisit la fortitude. Il prend enfin la célérité et laisse donc la prudence à son opposant.
Il est l'heure de saluer. Le répondant au challenge salue en défaussant une carte. Le challenger a l'option d'en faire autant, mais choisit de refuser le retour de salut et laisse donc 4 points d'audacia en plus à son opposant pour le premier assaut. Il est temps de défausser et piocher des cartes pour ceux qui le souhaitent. On défausse 2 cartes pour en piocher une. Le combat va bientôt commencer. La première chose à faire est de choisir la posture, c'est-à-dire la garde dans laquelle se trouvent les opposants. Ils sont révélés en même temps. Le joueur 1, Aurélien, choisit la Donna Destra. Le joueur 2, Coralie, la Porta di Ferro Mezzana. Il est temps de porter la première attaque. Le joueur 1 attaque, puisqu'il est le challenger, avec un Mandrito Fendente. Ce qui l'emmène en dents du sanglier, Dente di Zangario, en termes de posture. Le joueur 2 part avec un Roverso Sotano, qui l'emmène en longa. Le joueur 2 a l'option de contre-attaquer, ce qu'elle fait avec empressement grâce à une estoc, une punta. Le joueur 1 part avec un Roverso Setano à son tour, qui l'emmène aussi en longa. Il a le choix d'attaquer, mais n'en fait rien. Le joueur 2 a le même choix, mais également décline l'offre. Les 2 combattants s'éloignent, se regardent et refont leurs mains en se tournant autour. Ils ont à nouveau l'occasion de choisir de défausser ou non des cartes, puis ils choisissent une posture face cachée et révèlent en même temps. Aurélien étant tout à porta di ferro et Coralie en coda longa. Le joueur un peu attaqué, mais laisse l'initiative au joueur 2 qui attaque en Mandrito Fendente. Le joueur 1, au-delà de la défense, choisit de contre-attaquer avec la même attaque un autre Mandrito Fendente. Il faudra à Coralie la même carte pour se défendre, mais elle ne l'a pas et se prend donc un grand coup d'épée dans sa tête. Elle perd ce duel. Bien, maintenant c'est la revanche. Coralie va donc se venger d'Aurélien. Le combat a déjà commencé, les vertus sont réparties, les cartes piochées. Il est temps de choisir une pose. La posture choisie par Aurélien sera un brevet et par Coralie ce sera une coda longa. C'est au tour d'Aurélien d'attaquer, mais peut-être qu'il a des doutes sur sa pose de garde et choisit de passer en Fenestra Destra. C'est donc à Coralie que revient l'initiative, qui en profite pour lui caler un Sotano. Normalement ce n'est pas une attaque, mais comme elle dispose de la vertu de Prudentia, elle peut s'en servir comme telle. Aurélien contre avec un Fendente. Il est temps de checker le type de lien. Comme vous pouvez voir sur les cartes, il y a des petits soleils. Là, les soleils ne sont pas face à face, ça veut dire qu'ils ne sont pas au corps à corps. Et normalement, il n'y a pas de raison pour eux d'utiliser des attaques de corps à corps. Seulement, Aurélien a une petite spécialité, c'est l'audacia. Il en a un peu plus que Coralie, et donc en profite pour faire une entrée un peu téméraire et lui rentrer dans le chou avec une attaque au corps à corps. Mais malheureusement pour lui, Coralie avait prévu le coup. Elle a préparé la petite technique du coup de pied dans les parties, qui ne manquera pas d'étourdir Aurélien le temps de lui placer un petit Fendente dans sa face, qui aura raison de lui. Sois bon joueur. Voilà, donc vous avez une petite démonstration des règles. On remercie l'association Excalibur, puisque c'est encore chez eux qu'on va squatter. En même temps, chez eux, c'est un peu chez nous aussi, ouais, parce qu'il y a plus de la nous. moitié des 2 équipes en commun. Mais bon. Donc que dire d'autre sur le jeu? Donc pour l'instant il y a les decks Boussico, qui est Jean Lemingre, un français, et Galeazzo, un condottiere italien, qui existe. Il y a aussi sur la dame Lady Agnès Otot. Je sais pas exactement ce qu'elle a fait, cette C'est dame. des decks liés à des qui sont personnages. liés à des personnages historiques qui ont vraiment existé. Et Galeazzo C'est comme Yu-Gi-Oh, quoi. une paire de branlés à Boussico pendant son temps. C'est un vrai élève de Fioré. D'accord. Boussico, maréchal de France. Bon, bref, il y aura des expansions qui vont arriver sur l'armure et Lichtenauer, qui est l'école germanique, l'école allemande donc d'escrime, qui viendra compléter un peu celle de Fioré. Que dire sur ce jeu? En fait, ce jeu reprend vraiment les mécaniques d'un combat à l'épée. C'est-à-dire, vous mettez l'épée dans la tronche du mec, il est mort. Vous mettez l'épée dans la tronche du mec, il part et il peut vous faire un truc au corps à corps, mais si vous le parez aussi, il est mort. Ça va très vite, puisque souvent, quand tu commences à jouer des trucs coupants, les morts, ça arrive très vite. T'as pas de point de vie.
T'as pas de point de vie. Ah non, tu prends je pense que l'extension sur les armures apporte ça. Mais si tu prends une craquette dans le coin de ta tronche avec une épée, tu prends une craquette sur le coin de ta tronche avec une épée et t'es mort. C'est pour ça que les jeux, ils marquent 10 minutes sur le paquet de jeux. Ça peut même se faire en 2 secondes. Vous foirez dessus dès le départ, le mec vous fait une entrée un peu audacieuse et vous défonce. Vous êtes cuit. Même les pouvoirs un peu spéciaux, on va dire la vitesse, la force, etc. Ça fait partie des 4 attributs que Fiore citait comme étant les 4 attributs principaux de l'escrimeur. Et donc même ça vient des traités historiques. Ils se sont vraiment embêtés. Du coup, c'est un peu ce qui a posé problème au niveau du jeu. Le jeu, je suis pas sûr qu'il ait vraiment d'intérêt pour quelqu'un qui s'intéresse pas aux arts martiaux historiques européens et à l'escrime de Fiore. S'il en a rien à secouer, il y a peu de chances que ça intéresse, quoi. C'est pas un jeu hyper fun à jouer en tant que tel, quoi. Oh ouais, alors il peut le devenir, mais le souci c'est que les règles sont vraiment velues, parce que comme à l'escrime en fait, quand vous faites une estoc, il y a 3-4 façons de vous en sortir. Vous pouvez faire une estoc en contre-attaque, vous pouvez l'appareiller avec une grosse claque comme une simple attaque de taille. Vous pouvez contre-attaquer, vous pouvez faire limite la prendre, on va dire, pour vous mettre au corps à corps et lui faire une attaque de corps à corps. Et ça, c'est vraiment décrit dans le jeu. Et une fois que vous avez fait votre contre, on va dire, vous avez choisi le type de contre que vous voulez appliquer à cette estoc, et ben celui qui a le plus de vitesse, il a plusieurs options aussi. Alors il vient de se prendre un contre, est-ce qu'il s'enfuit, enfin il se sépare, est-ce qu'il en remet une par derrière, si c'est l'attaquant qui a le plus de vitesse, en plus de son contre il peut faire quelque chose. Il y a beaucoup d'options. En fait, sur une partie donnée, la moindre carte, ça vous donne plein de ramifications. Donc, toutes les connaître, ça demande beaucoup de pratique du jeu. Et ça peut devenir très vite lassant, je pense. À moins de s'intéresser au coup, parce que c'est vraiment des trucs qu'on peut appliquer en combat. Si vous pratiquez ou que vous voulez pratiquer les arts martiaux historiques européens, si vous avez même le moindre intérêt, c'est un super jeu qui peut vous apprendre la terminologie, vous montrer les positions. Tous les dessins sont super historiques au niveau des placements du corps, placement des pieds, placement de l'arme. C'est nickel. Si vous avez le moindre intérêt à l'escrime de Fiore, c'est un jeu de cartes que vous allez utiliser. Pas forcément jouer pour le fun du jeu, mais vous allez le pratiquer pour voir différentes choses. Vous allez vous en servir dans votre salle d'entraînement préférée pour montrer les attaques, pimenter un peu l'entraînement en disant bah voilà, je tire une carte au hasard, bah, vous commencez tous dans cette garde-là, ou alors je tire une carte au hasard, vous êtes obligé de tuer le mec avec cette attaque-là. Il y a beaucoup d'applications à la seule condition que vous soyez intéressé par les scrims en fait. Bah, merci beaucoup Jocelyn. Alors on va continuer. Juste un point pour finir sur comment l'acheter. Et ça coûte combien ? Ça coûte 35 € les 2 decks physiques, les 2 que j'ai là, le Boussico et Galazzo. Il y a 10 € en print and play. Si vous décidez de télécharger sur leur site, puisqu'ils vous vendent les PDF pour les imprimer vous-même et les jouer avec les cartes. Imprimé à la maison. Ok, merci. Alors, Vincent, Terra Mystica. Ouais. Donc, comment expliquer ça ? Déjà, les informations pratiques, peut-être pour commencer. Bah oui. Donc, Terra Mystica est un jeu de Philosophia, de très bonne facture, en général, la boîte. Il est fait par, il me semble, des Allemands, à savoir Helge Ostertag. Ouais. Sûrement. Jen Draxenmüller. Vous regardez sur internet, ce sera plus simple. Voilà. Nous sommes désolés. On a déjà perdu les Finlandais, maintenant on vient de perdre les Allemands. Mais à chaque émission, chaque émission, on perd les Allemands. Comment il y a encore des gens qui nous regardent en fait ? C'est pas possible. Ah si, il y a des Espagnols qui nous regardent. On a eu la nouvelle, des Espagnols nous regardent. Ouais, des Espagnols voudraient qu'on fasse le podcast en espagnol. On leur dit bonjour déjà. Hola, ¿qué tal ? Voilà, désolé, on sait pas en dire plus. Bon, je continue. Vas-y. Il est sorti en 2012 et a reçu 2 prix prestigieux, je sais pas, enfin importants on va dire. Déjà le Trick Track d'or 2013. Ça fait 5 ans que ça existe le Trick Track d'or. Je sais plus. Ouais, à peu près. Un certain temps, oui. Et l'International Gamer Award 2013. Awards, sorry. Awards. Voilà, les Anglais aussi. Bisous. Tout de suite. Et le prix conseillé, en tout cas pour la France, ce sera 65 €. 65 ?
Oui, Oui. mais on l'a payé ce prix-là. Hein. Ah ouais Oui, on je l'a me payé rappelais pas. cher. Oui, parce que nous sommes un podcast indépendant. Allez, Mais en même temps, il y a Quelle tellement de jetons en bois. Et on Ah ouais. achète nous-mêmes nos jeux. C'est le paradis du jeton en bois, hein, ce jeu. Ah, complètement. Vraiment. Alors, ça se joue entre 2 et 5 joueurs et ça dure à peu près 100 minutes. À peu près. Enfin, c'est ce qu'ils disent sur la boîte. Alors, il y a beaucoup de matos, vous allez me dire. Et en fait, on se dit, mais pourquoi on ne pourrait pas jouer à 7 ou 8 ? Parce que finalement, il y a plus de jetons de couleurs que de joueurs. Il y a aussi Simplement parce les qu'il y a peuples. des plateaux. Les plateaux sont réversibles et que chaque plateau a une couleur différente. Je sais pas si vous allez comprendre. En Tu gros, joues tes jetons de couleur suivant la couleur du plateau en fait. Non, voilà. enfin, Si. Oui. Oui, oui. C'est ça. en gros. Bah oui, les jaunes jouent avec des jaunes. Enfin, si Mais- t'as un plateau jaune, tu peux jouer avec des Non, jetons c'est jaunes. le plateau de ton peuple qui est jaune. Tu joues avec du terrain qui est jaune, qui est en fait le désert. Ah, voilà. C'est- Donc en c'est ça fait, qu'on est t'as en un train de peuple dire. qui est lié à un plateau qui est lié à une couleur. Voilà. Pas forcément avec une couleur. Tu peux prendre la couleur que tu veux après. Enfin, je crois. Bah, non. non, c'est tu prends plus la, simple, non, ouais. tu Parce prends la que- couleur de ton Mais non, peuple. parce qu'ils sont dessinés les jetons sur le plateau des fois. La couleur de... Oui, pas faux. Oui. Donc voilà. Une Donc- mission professionnelle préparée avec soin. Voilà. On Donc, va toujours. Terra Mystica, en fait, on va faire des terraformations. À savoir, on va essayer le plus possible d'orienter les terrains du plateau vers son Son terrain. terrain enfin, de prédilection. Parce que c'est connu, les peuples peuvent vivre sur un seul terrain. Voilà. Par exemple, les C'est un nains, jeu. Exactement. S'il n'y a, Les- s'il y a pas une taverne à, à moins de 2 km, le rôliste ne peut pas vivre, par exemple. Ouais. Non, Par- mais c'est ça. par exemple, pour les peuples du désert, eh ben, il faut qu'il y ait un désert, sinon ils ne peuvent pas construire. Voilà. La forêt pour les elfes, Non, pour les sorcières. les sorcières, etc., etc. C'est ça. Sachant que certains peuples ont des pouvoirs spéciaux. Bon, je vais pas Ouais, détailler. oui, il y en a beaucoup. Voilà. Donc, au début, dès que vous avez un terrain propice à vous faire accueillir, vous construisez une petite ville. Ensuite, vous pouvez construire un commerce. Et le commerce, ça encourage à ce que les joueurs soient les uns à côté des autres. C'est ça. Parce que si vous construisez un commerce loin des autres, ça va coûter le double. T'as, Tout à 3, c'est 3 pour faire évoluer d'une ville en un commerce, et 6 si vous voulez faire évoluer d'une petite ville à une ville de commerce. Encore 6 si vous avez personne autour de vous, quoi. Voilà. Et là, on commence à rentrer dans une phase importante du jeu, puisque les autres adversaires peuvent aussi avoir des privilèges aussi. C'est ça. Voilà. Du pouvoir. Ouais. Faut avoir du pouvoir. Ensuite, dans la phase principale, vous pouvez ensuite faire évoluer de deux façons votre commerce. Soit vous partez plutôt dans la religion, à savoir vous allez prier pour des esprits. Alors il y a la terre, le feu, l'eau et l'air. C'est assez classique. Mhm. Ou alors vous allez plutôt faire La forteresse. La forteresse, voilà, le côté politique du jeu. Et Il n'y en ça, a qu'une. Voilà, il n'y en a qu'une et Ça vous débloque votre deuxième pouvoir de peuple. voilà. Donc, Ça aide. si vous êtes, comment dire, si vous voulez absolument jouer votre pouvoir, ça aide énormément des fois. De le faire tôt dans le jeu. Voilà. Sachant que les pouvoirs peuvent vous donner des actions supplémentaires. C'est ça qui est bien. Ensuite, qu'est-ce qu'on... Vous avez une abbaye que vous pouvez... Oui aussi. Enfin, Votre temple, vous pouvez le mettre en abbaye. Il n'y en a qu'une. Ouais. Et ça vous fait des prières supplémentaires Voilà, c'est ça. pour les esprits. Des, Ça- des faveurs, on appelle ça. faveurs. Des faveurs. Sachant que dans le jeu... Et je suis perdu... L'objectif, c'est de faire des points. Ouais, Oui, comment c'est qu'on ça. gagne C'est un jeu de points de victoire. Voilà. En gros, dans le jeu, il y aura 6 tours. Et à chaque tour, il va... 6 manches plutôt. 6 manches. Oui, une manche. Oui, des manches, on va dire. Parce que les tours, c'est des tours entre les joueurs. Oui. Et à tous les manches, il va y avoir... la carte va être lue en 2 parties. Il y a une partie, ça va être des points supplémentaires. Ça veut dire on va t'encourager à faire ces actions-là pour que tu gagnes des points. Par exemple, si tu construis plein de temples, tu vas gagner beaucoup de points Cette manche-ci. cette manche-ci. Mais peut-être que, sachant que tu vas avoir
tous les manches et tu sauras qu'est-ce que tu peux gagner à chaque manche. Ah, donc tu découvres pas au moment où tu. Non, au non, moment du début de tu la le manche. sais dès le début du jeu. Donc tu peux t'orienter C'est ça. quand même, quoi. Et ensuite, la deuxième partie, ça va être plutôt... comment expliquer La piste de culte, ils appellent ça. Oui, c'est ça. En gros, en fonction du culte que tu as, tu vas regarder à combien tu es, tu vas diviser par un facteur. Non, divise Non. pas. Ah bon? Non, tu regardes sur quelle piste. En clair, c'est une piste qui va jusqu'à 10, Mhm. sachant qu'il n'y a qu'un seul peuple qui peut aller sur la case 10. 10. Et en gros, à chaque fin de manche, on regarde, tiens, cette manche-ci, tous ceux qui ont un niveau 4 de feu, par 4 niveaux de feu, ils ont une pelle en plus pour terraformer, par exemple. Donc en fait, si je suis au niveau 8 de feu, j'ai 2 pelles en plus pour C'est bien connu, terraformer quand à tu utiliser terraformes, maintenant. c'est avec des pelles. Ouais, on terraforme avec des pelles, tout Un à coup de fait. pelle dans la mer, ça fait du désert. Mais complètement. Ah, Ouais, pas peut-être 2 ou forcément, 3. hein, parce que on a aussi la roue de terraformation. T'as le peuple, enfin, suivant en quoi tu veux terraformer le terrain que tu as, ça peut te coûter plus ou moins cher. Et là, on a perdu la moitié des... C'est ça. Mais les règles sont très 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 complexes. On peut gagner des points de T'as mis victoire. beaucoup de temps à expliquer les règles aux gens Oui, énormément de temps. Il y a beaucoup beaucoup de règles. Il y a beaucoup de possibilités pour gagner des points de victoire. Et on comprend pourquoi c'est limité à 5, parce qu'à 6, à mon avis, ça va être un bordel monstrueux. Voilà, disons qu'une manche, donc les joueurs jouent jusqu'à ce qu'ils font chacun une action et on tourne jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dit bah moi je peux plus rien faire. Il deviendra le premier joueur à la prochaine manche, mais les autres continuent de jouer. Tant qu'ils peuvent faire des choses, ils continuent. Ah, t'es pas limité en nombre Tu d'actions, n'es quoi. pas limité en nombre d'actions. Ah oui, d'accord. Ça peut être long. Généralement non, parce que tu es limité en nombre de ressources. Donc les ressources, Oui. tu as des ouvriers, tu as de l'argent, Oui. tu as tout plein de ces choses. Tu as tes pelles qui servent de terraformation. Et t'as des prêtres aussi. Tu as et- des prêtres. Tout ça, tu es limité en fait. Donc c'est à chaque début de manche que tu récupères le nombre d'ouvriers que tu as en fonction de tes maisons, que tu récupères des prêtres en fonction de tes temples. Ouais. Voilà. Et sachant aussi qu'il y a, enfin ça c'est aussi un aspect très complexe du jeu, c'est que tu as des bonus pendant la partie qui n'ont rien à voir avec ceux qui tombent aléatoirement pour les tours. À savoir, c'est, comment expliquer, il faut que tu fasses une ville, enfin une connexion de plusieurs villes, temples, et Enfin, il faut que ça dépasse un certain nombre de Pour points. faire une vraie ville. Voilà. En fait, sinon, c'est juste des. Oui. Bah, c'est 2 maisons, ça fait pas une ville, quoi. Donc, en fait, t'es obligé de déplacer, je crois que c'est 7 ou 6, suivant les peuples, en fait. 7 avec 5 cases. Voilà. Et avec chaque habitation, que ce soit donc, une maison, un temple, ont un point, en fait, suivant leur coût, généralement, de force. Et il faut que tu aies 7 cases occupées avec un point de force de... Donc, c'est 5 cases occupées avec une force de 7. Et après, t'as une ville. Et cette ville, en fait, tu choisis, t'as un pack de tuiles qui te donne soit des points de victoire, des bonus, c'est-à-dire des ouvriers, de l'or. Il y a Et plein des de choses clés. comme ça. Et en fait, le fait d'avoir créé une ville, ça te donne une clé qui t'ouvre, en fait, l'accès au niveau 10 du culte. Tu as besoin d'avoir... voilà, il faut que tu aies une grosse ville pour être au niveau 10 d'un culte. Tu peux pas faire autrement. Donc en fait, t'es obligé quand même de jouer sur tous les tableaux du jeu pour C'est gagner. ça. Et en fait, donc, durant le jeu, tu marques des points. Oui, et normalement, c'est ma critique. En Ah bah, fait. vas-y. Mais c'est une critique de groupe, on est deux à avoir joué. Ouais, c'est ça qui est bizarre. C'est des critiques de binôme maintenant. C'est ça, des critiques de binôme. Ouah. Donc, oui. Donc, pour gagner des points, il y a plein de choses. Il y a notamment aussi à la fin, si tu es premier joueur, tu gagnes beaucoup de points. Enfin, si tu es le premier joueur à faire la plus grande ville, tu gagnes beaucoup de points. Et moins tu gagnes, enfin, moins tu es grand, moins tu as de points. Ouais, ça c'est classique. Un peu comme un Kingdom Builder, en fait. Mm. Et donc, Et si t'es ex aequo, tu divises les points par 2. Ouais. Et là, le deuxième passe devant toi. Et ensuite, il y a la même chose pour les cultes. Donc, en fait, comment dire, tu peux très bien te concentrer sur un seul truc, mais ça ne te permet pas forcément de rentabiliser bien tes points. C'est ça aussi qu'il faut faire attention. C'est Bah, ça. par exemple, moi, j'avais réussi à faire 10 points sur 2 cultes. Bah, c'était beaucoup moins rentable que d'autres personnes qui s'est plutôt étalées sur la carte. Ouais, qui avait fait une grosse agglomération ou qui avait monté plusieurs cultes. Et donc, à ce moment-là, je sais pas, il était deuxième dans tous les cultes. Ça raconte quand même beaucoup de points. Voilà.
D'accord, donc votre avis sur ce jeu? Très complexe, très complet aussi, je dirais. Ce que j'avais bien aimé, c'était que il te conseillait quels sont les peuples qu'il faut pour une première partie. Apparemment, tous les peuples ne sont pas bons à jouer si tu connais pas bien le jeu. Ouais, moi, j'ai pas suivi ça. Donc, c'est un peu plus compliqué. Oui. Ça respecte aussi les caractères des personnages. Par exemple, les nains, ils creusent des mines, donc ils ont pas besoin de terraformer. Enfin, ils ont pas besoin de. D'être à côté de leur case, en fait, pour terraformer la case. Fait des Voilà. tunnels. Terraform par en dessous. C'est ça, tout à fait. Et donc, et on a quand même Salaud de un nain. aspect qu'on n'a pas non plus évoqué, qui reste très important dans le jeu, et je pense qu'il y a une grosse partie à jouer là-dessus, c'est l'aspect pouvoir, en fait. On a des petits bols de pouvoir, pouvoir qu'on peut récupérer en début de tour, pouvoir qu'on récupère quand quelqu'un construit à côté de chez nous, on récupère du pouvoir. Et ce pouvoir nous permet On a 3 bols en fait. Donc au tout début, tu es obligé de passer tous tes pouvoirs dans ton bol 2. Tu n'as pas le droit de passer dans ton bol 3. Et après, quand ton bol 2 est rempli, tu passes dans le bol 3. Et là, dans le bol 3, tu as le droit de les utiliser. C'est quoi ces bols là? Bah, en fait, tu as 3 bols. Et c'est que le pouvoir qui est dans le bol 3 que tu peux le convertir en pelle, en or, En gros, il y a en prêtre, en plein de il choses. y a des pouvoirs. Enfin, en gros, les pouvoirs, ça te permet d'avoir des bonus. C'est ça. Il y a 4 ou 5 bonus communs. Dès qu'il y en a un qui prend un de bonus pendant Pendant la manche. manche, il bloque ce pouvoir pour tout le monde. C'est ça. C'est comme des Kamehameha, c'est super balèze, mais ça prend 12 épisodes à charger. Voilà, C'est oui. tout à fait ça. Et en Ouais. fait, quand tu as utilisé ton pouvoir dans ton bol 3, tu les remets dans le 1, bah t'as pas le droit de remettre ceux qui sont dans le bol 2 dans le bol 3. Non, non, faut déjà déplacer tout le bol 1 dans le bol 2 et après refaire le cercle. Ok. Donc c'est quelque chose d'assez complexe, mais en fait, on peut principalement gagner là-dessus, en fait, surtout. Alors moi je me fais le messager d'Alex qui disait que ce jeu est très très bien, notamment pour la mécanique un peu particulière du côté on a tendance à vraiment s'accoler à ses adversaires C'est ça. pour Oui. combotiser, pour augmenter sa puissance, qui est un peu particulière et un peu déroutante par rapport à d'autres jeux quoi. Oui, parce que c'est pas un jeu où on attaque ses adversaires, en fait. Donc de construire à côté de ses adversaires, ça nous permet d'avoir des comptoirs beaucoup moins chers. Mais en même temps, ça le permet de lui donner du pouvoir. Mais en contrepartie, lui, normalement, il construit aussi à côté de chez toi, qui te donne des pouvoirs. Après, se marcher dessus, la terraformation, ça devient plus compliqué. Sachant que un des aspects bizarres ou exceptionnels de ce jeu, c'est que dès que tu fais évoluer une maison, tous tes adversaires vont gagner du pouvoir. Enfin, ils peuvent refuser. S'ils acceptent, ils perdent des points De victoire. de victoire. Donc, faut bien réfléchir aussi. Est-ce que tu veux perdre des points de victoire ou est-ce que tu faut veux les tenter. euh, Tiens, regarde du pouvoir si tu veux. C'est pas automatique quoi. Non, c'est pas automatique, tu dois entre guillemets le payer. Le truc, c'est que moi, ce que j'ai observé dans la partie que j'ai fait, c'est que la personne était loin devant nous, genre à 20-30 points de victoire devant nous. Donc, elle est avantagée à mort en fait. J'ai encore une fois le Ça, message ça d'Alex. la gêne Ouais, pas c'est parce du que t'as tout perdu, de ça. dépenser des points de victoire pour choper Bah oui du mais pouvoir. le mec il est devant toi parce qu'il a mieux joué que toi aussi avant, donc c'est logique qu'il soit un peu avantagé quand même. Le but c'est pas de permettre à ceux qui sont mauvais de gagner. Je pense que c'est pas. Enfin bref. T'es bon, tu gagnes quoi. Enfin, c'est un gros jeu là a priori, donc c'est un jeu à mécanique, donc C'est un gros forcément jeu. si t'es bon t'es avantagé quoi. C'est un gros jeu et ce qui est un peu dommage, c'est que en fonction des gens, experts ou pas, nous, dès les 2 premières manches, on savait qu'il avait gagné et c'était un peu nul quoi. Parce que vous êtes mauvais. C'était irrattrapable quoi. Voilà, vous étiez tellement mauvais que c'était flag. Quoi. Mais je te crotte. Vous êtes pas au même niveau que lui, c'est tout quoi. Donc c'est un peu dommage. Faudrait mieux jouer avec C'est pour des ça qu'il gens est pas même venu niveau. aujourd'hui en fait. Il a eu peur. La vengeance. Un coup d'épée. C'est ça. Bof. Donc pas convaincu quoi. Enfin, Si, je suis convaincu, mais toi t'es convaincu, pas moi. simplement, ce qui est vraiment dur, et il faut vraiment, c'est au niveau des règles. Il faut que quelqu'un les connaisse peut-être sur le bout des doigts pour bien le présenter. C'est un jeu qui nécessite de jouer quelques parties quoi. C'est Sinon. ça. Oui. Ok. Moi je suis nulle en explication de règles. Mais après, Elle a perdu, donc elle est rageuse. C'est oui, ça. tout à fait. Mauvaise perdante. Hein. Après, 65 €, je trouve ça très cher, mais en même temps. Oh, putain, vu la le boîte elle nom- est pleine quoi. La boîte est pleine, il y a Elle est pleine à énormément craquer de pions en pions. bois quoi. Et des pions en bois en plus qui ont plein de formes différentes. Ouais. Moi je trouve ça pas mal quand même. Ça me fait quand même un petit peu mal aux fesses. Oui, c'est un peu Elle cher. est Pris le mauvaise cher. perdante et radine. Surtout que la taille de la boîte, c'est une taille de boîte Une de taille mignon quoi. standard, voilà. De De mignon un mignon. peu plus épais. Mais voilà. Sachant qu'il y a une extension. Ouais. Ok. Bon bah d'accord.
Donc, Des je infos. pense qu'on peut continuer. T'as rien à rajouter, Vincent? Donc les points finaux. Qu'est-ce qu'il y a encore? Non, je crois que Il a tout pourri sa critique. Complètement. Merci. Non, je crois que c'est bon. Les illustrations sont très jolies. Non, les dessins sont bien expliqués en général. Il y a pas de mots dans le jeu. Oui, j'ai C'est réussi pour à économiser la l'expliquer. trad. J'ai Ouais, réussi à c'est ça. l'expliquer à une personne qui jouait pas souvent. Mm. Voilà, à peu près compris. Donc bon, ça nous a pas permis de gagner, mais Ah Elle a si, quand même il y a aussi ça fait partie du mécanisme, c'est que vous avez des bonus aussi au niveau des petites plaquettes de bonus. Tu vois ce que je veux dire ou pas? oui, en fait, au début, on n'a pas expliqué toutes les règles parce qu'elles sont très très lourdes et ça Oui. m'a pris déjà 1 heure à les expliquer à 2 personnes. Alors, je vais pas vous les expliquer à vous. Mais en fait, au début d'une manche, le premier joueur choisit une tuile bonus, le deuxième joueur choisit une autre tuile bonus. En fait, on a un panel de tuiles. Et donc, chacun a une tuile bonus. Les tuiles qui restent, on met un d'or dessus. Parce que c'est-à-dire que c'est des tuiles qui n'ont pas vraiment été appréciées. Et à la fin, quand une personne passe son tour, c'est-à-dire que pour elle, la manche est finie, elle repose sa tuile et elle en reprend une nouvelle. Et donc en fait, c'est des tuiles bonus qui nous donnent plus de ressources au début de partie ou des points de victoire. Voilà. Ok. Trop de règles. Ouais. Trop de règles. Trop gros jeu. Donc on va continuer avec Aurélien et son énième partie de Game of Thrones. Partie 3. Partie 3. Alors, pour rappel, dans la première partie, on avait fait Game of Thrones. c'est ça. On avait fait le détail des règles, du background aussi très rapidement parce qu'il y en a très peu. Des règles, dans la deuxième partie, la fin des règles du jeu, ainsi que mon avis sur les règles, le livre, l'écriture du livre, etc. Et donc dans cette partie, je vais vous parler des suppléments. Enfin, à la base, c'était des suppléments séparés dans la première édition. Dans l'édition que j'ai là, ils sont intégrés dans le livre de base. C'est donc le scénario d'Init, mais surtout la campagne, puisqu'il y a une campagne complète qui est fournie dans le livre. Ça fait peut-être 150 pages, un truc comme ça, 100 pages, 150 pages. Et puis, je vais aussi vous parler un peu de l'écriture d'un scénario qui mérite de s'y intéresser un petit peu. Alors, je commence par le scénario d'Init. Donc, comme dans tout jeu de rôle qui se respecte, on vous met tout le temps un petit scénario un peu pour vous montrer les mécaniques du jeu. Donc, le scénario d'Init qui s'appelle En route vers Port-Réal. Donc, si on va à la capitale. Voilà. Donc, l'idée, c'est pour juste décrire vite fait. Pas Péril à Port-Réal. Non, ça, c'est la campagne. Ah, pardon. Donc, juste pour décrire rapidement le scénario, l'idée, c'est que vous avez votre maison. Alors vous avez le choix là de la créer ou de prendre une qui est déjà pré-créée dans le livre qui est fourni avec le scénario d'Init, où vous avez un certain nombre de personnages pré-tirés, puis la maison qui la lie. Donc comme là les scénarios et en règle générale ce qu'ils conseillent de faire, c'est de tout le temps avoir une équipe de personnages qui jouent pour la même maison, plutôt que avoir, je sais pas, un personnage par maison, des choses comme ça, ce qui peut se faire aussi, mais qui est un peu plus pour des joueurs très expérimentés, je pense, du jeu. Donc là, tous les personnages sont dans la même maison, donc ont plus ou moins le même but, les mêmes objectifs. Et donc, voilà, ils se mettent en route pour aller à Port-Réal, et puis il va se passer des trucs. Voilà. Bon. C'est très très lambda comme scénario, c'est-à-dire que ça va vous permettre de voir un peu toutes les règles light d'intrigue, de combat, de tout ce qui est déplacement, machin, voilà. Ça permet de faire le tour, je pense, de toutes les règles basiques du jeu. Donc en ça, il est très bien écrit, enfin, il n'y a rien à dire là-dessus. Après, moi je trouve, pour ce scénario-là, et c'est pareil pour la campagne, il y a une lourdeur d'écriture qui fait que c'est long à lire, c'est long. Et surtout, ce scénario est très linéaire, quoi. Bon, alors c'est un scénario d'Init, hein. Mais globalement, les joueurs n'ont pas vraiment le choix de ce qu'ils font, quoi. Ça me gêne toujours un peu, on peut le comprendre sur un scénario d'Init. Mais enfin, il est là, il existe et c'est bien. C'est bien pour ceux qui veulent débuter, pour ceux qui veulent s'y mettre, ça peut être intéressant. Alors par contre, intéressons-nous maintenant à la campagne. Quel gros paveton. Donc comme je disais, il y a une 150 de pages dans ces eaux-là. Alors la campagne qui s'appelle Péril à Port-Réal. L'idée, donc le pitch de départ. Hein, donc là je spoil pas. Je vais essayer de pas spoiler du tout le scénario de la campagne. Une question, est-ce que c'est la suite d'autres scénarios ou ça Ah, je vais venir. Donc je veux pas du tout spoiler le scénario de la campagne, donc je vais juste donner le pitch de base. Les joueurs, donc là, qui sont toujours dans une maison unique, qui est potentiellement la même en effet que le scénario En route vers Port-Réal.
puisque les deux peuvent se mettre ensemble. Donc la maison reçoit une lettre du roi Robert Baratheon qui leur dit ouais, il y a un gros tournoi à Port-Réal, venez vous foutre sur la gueule. Voilà, Cool. ça c'est le pitch de base, j'en dirai pas plus parce qu'après ça sera du spoil. Donc et puis ça se place quand même, c'est important de le dire, ça se place 1 an avant les événements des livres et de la série, pour ceux que ça intéresse. Donc en gros, si vous avez lu les 5 premières pages du livre, vous êtes au courant de ce que je vais dire. Jon Arryn n'est pas mort et Ned Stark n'est pas encore la main du roi. Voilà, c'est juste avant. Donc cette campagne qui se découpe en un chapitre d'introduction et 4 épisodes, 4 chapitres, 4 vrais chapitres. Elle est pas mal. Alors, ce que j'aime beaucoup dans cette campagne, c'est qu'on retrouve le côté Game of Thrones, l'intrigue, vas-y, je vais te fumer, hop, je te double, hop là là, je te la fais à l'envers, enfin, Game of Thrones quoi. Donc ça, j'aime beaucoup. Il y a le côté avec le tournoi qui est très sympa parce que forcément, vous pouvez, si les joueurs le décident, aller jouer le tournoi, forcément. Et donc là, c'est rigolo aussi parce que bon, bah, il y a du combat, il y a des choses comme ça, donc ça, c'est très sympa. Maintenant, ce que je reproche, c'est que tous les épisodes sont construits un peu sur la même manière, c'est-à-dire vous avez un résumé de l'épisode qui vous dit bah, qu'est-ce qui va se passer en gros dans ce que vont jouer les joueurs. Puis ensuite vous avez si les joueurs font ça, 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 alors faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. En gros c'est des gros chapitres où ils disent ah il faut faire ça, donc faut faire ça, donc faut faire ça, donc faut faire ça. Ok, bon c'est un peu lourd. Et puis après vous avez bon alors du coup on en arrive là, donc il se passe ça. C'est-à-dire qu'en gros ça fait un arbre. Et hop, tout se rejoint au même endroit, et on repart sur le prochain épisode, qui refait un arbre, et hop, tout se rejoint. Et finalement, ils font genre, il y a des choix. Regardez la mais... vidéo des podcasts, ça vous permettra de voir Aurélien nager la brasse. Ouais. Finalement, on nous laisse pas tant de choix que ça sur les scénarios, et ce qui est très gênant, enfin moi ce qui me pose toujours problème quand je vais chercher un scénario sur le net, quand je vais lire un scénario dans un bouquin de jeu de rôle, c'est que de toute façon les joueurs vont jamais faire ce qui est prévu dans le scénario, c'est connu. Donc au final... il va pas servir à grand chose le scénario et donc bon bah, c'est un peu du temps de perdu quoi presque. Non, j'ai une question. Est-ce que ça prend en compte alors les événements précédents, c'est ça? Ça prend pas en compte, c'est ça dans le Non. scénario? D'accord. Non, ça prend pas, enfin en fait le problème c'est que enfin techniquement quand tu lis le scénario, enfin il y a des dans le premier épisode tu peux déjà terminer la campagne. Enfin si les mecs font une action, enfin si les joueurs vont faire 1 ou 2 actions qui bon c'est quasiment impossible à voir parce qu'ils n'ont pas les éléments en main, mais toi en tant que MJ tu les vois, tu te dis ouais s'ils font ça ils me niquent ma campagne quoi. Et bon c'est normal, je veux dire c'est complètement normal, mais du coup Déjà prévu, faut prévoir la suite de la campagne d'avance. ouais c'est ça, mais du coup voilà quel est l'intérêt. Alors ce que je voulais faire aussi c'est je voulais montrer un truc un peu symptomatique de cette écriture de campagne, ce qui m'a fait beaucoup rire. Sur l'épisode d'introduction, alors attendez, je retrouve vite fait parce que ça m'a un peu. Voilà. Je suis pas du tout dans la bonne partie. Voilà, Port-Réal. Alors, comme je disais, il y a du blabla, il y a du long. C'est ici. Il y a un truc marrant. Voilà. Sur le scénario de base, le scénario d'introduction à la campagne, il y a une page complète pour vous dire ouais, alors si. En gros. C'est ça le dialogue, c'est beaucoup plus blablaté, mais c'est ça le dialogue. Oui, alors si les personnages ont été trop vite, ont été trop longs, ont été trop forts, ont été trop rapides, ont été pas assez forts, ne paniquez pas, improvisez. Sans déconner. Voilà, non mais en gros c'est ce qu'ils disent quoi. Merci. Merci, Ah non, c'était c'est trop sympa. vite. On arrête Bon, là. après ils donnent Attends. deux trois pistes, genre oui faites plutôt ça, faites plutôt ça. Ok, merci. Mais en gros, ils Je pense que t'expliquent. ça doit être quand même assez velu quoi. Ouais, mais en fait non, c'est du blabla, c'est beaucoup de mots pour pas grand chose. Donc ça m'a fait rire. Pour trop rapide, trop, il y a un Oui, il y a Bah, un gros c'est chapitre, peut-être mais en que gros y à a- chaque fois c'est ne paniquez pas, improvisez, vous pouvez éventuellement utiliser cette piste là. Oui, on va en gros leur dire vous avez été trop rapide, on temporise quoi. Oui, bon, ok. Bon, ça j'avais trouvé ça un peu moyen. Et d'une manière générale, enfin, il y a un truc qui me gêne dans cette campagne, c'est que c'est écrit, on sait pas pour qui. On sait pas si c'est écrit pour un MJ qui s'y connaît, c'est écrit pour un MJ qui connaît rien. C'est un peu entre les deux. Il y a des moments où ils vont vous donner des conseils, mais complètement bateau. Et des moments où tu te dis ouais, quoi. Donc, je sais pas. Bon, j'ai jamais été C'est vrai que ça a pas l'air d'être. j'ai jamais été convaincu par en règle générale, dans tous les JDR, j'ai jamais été convaincu par les campagnes écrites parce que bah, comme je l'ai dit, les persos vont tout le temps péter le scénario, donc c'est pas très intéressant. Mais bon, voilà, elle existe, elle est présente dans le bouquin. Je pense que ça aurait pas changé le prix du bouquin qu'ils la mettent ou pas, ou de quelques euros. Donc ils ont choisi de l'inclure plutôt que de le revendre en tant que supplément dans une nouvelle édition à côté. Ça, c'est bien. On peut saluer ça.
un gros problème dans l'écriture de la campagne, c'est qu'ils n'ont pas changé partout le fait que ça soit à la base c'était un livre séparé qu'ils ont réédité. Il y a des coins ils ont changé en remettant les références correctement et des coins non. Donc il y a des coins c'est allez voir le livre de règles. Oui, enfin, c'est le livre que j'ai dans la main quoi. Alors, j'ai vu C'est ça. plusieurs livres de jeux de rôle. Souvent, ils font référence. Livre de règles, c'est le sous-livre en fait. Ouais, mais Il y a marqué livre de règles, c'est le nom du chapitre en fait sur les il y règles. a des fois c'est flag quand même. Hein. Ouais, Il y a ok. des fois c'est flag. J'ai pas d'exemple en tête, mais il y a des fois c'est flag. Alors ce qui est très bien dans Mais cette faut campagne. pas que tu regardes. Ce qui est très bien dans cette campagne quand même. On va la Meuf à faire. poil. Non, vous la ferez pas. Ah non, on la fait pas. Ce qui est très très bien dans cette campagne, c'est que du coup vous avez aussi la description d'une maison, d'autres maisons, donc avec des personnages, du détail et tout ça, et vous avez un truc qui est vachement cool. Des meufs à poil. Un arbre généalogique. Non, vous Des avez meufs à poil. la Ah, arrête avec description ça. de Port-Réal, quoi. Et ça c'est cool. Donc avec le plan, l'histoire, les quartiers, les différents lieux, et ça c'est cool. Je pense qu'il y a moyen du coup pour pour servir de base à plein d'autres scénars quoi, parce que bon Port-Réal c'est un peu le centre du monde de Game of Thrones quoi, donc c'est peut être très très utile et très beaucoup utilisé. Voilà. Voilà. Du coup aussi cette campagne donc le scénar d'init hein, parce qu'ils prennent les mêmes persos, rajoute des persos pré-tirés en plus, donc c'est cool, ça peut toujours être utile si vous n'avez pas d'idée aussi. Voilà. Nickel. Maintenant, je vais vous parler un peu de l'écriture d'un scénario de Game of Thrones. Alors, là, il y a du débat. Alors, il y a plein de choses à voir. La première, c'est qu'est-ce que vont jouer vos personnages. Comme je le disais, et je l'ai déjà dit, je crois, dans le premier épisode, vous avez le choix entre les faire jouer tous dans la même maison ou autre chose. Ce qu'ils recommandent dans le livre, la recommandation principale, c'est de les faire tous jouer la même maison. Mais ils vous disent aussi, bah, vous pouvez très bien les faire jouer chacun leur maison de manière compétitive, finalement. Ils peuvent, ou amicale, hein, ils peuvent s'allier entre les maisons, c'est pas un problème, mais ils peuvent aussi se foutre sur la gueule. D'ailleurs, ils peuvent jouer la même maison et se foutre tous sur la gueule aussi. Dans Game of Thrones, c'est pas vraiment un problème. Ils peuvent aussi ne pas jouer de maison. Alors là, on le joue vraiment dans un mode scénario de JDR classique, où on est sur du micro, on regarde ces personnages qui sont un peu des mercenaires, enfin des mecs, des voyous, des roublards qui traînent, quoi, et qui font ce qu'ils ont envie de faire. Donc ça se fait aussi. Moi, je pense que personnellement, c'est pas une bonne idée, parce que vous perdez l'intérêt principal de Game of Thrones, qui est ce côté de maison. Tu peux pas être un gardien du mur? Tu peux être un gardien du mur, pourquoi pas. Je suis pas sûr qu'il y ait grand chose à y foutre. Bah, tu gardes ton mur. Ouais, ça peut être long comme Tu scénar. fais des patrouilles. Tu vas Ouais. acheter de la viande. Tu reviens. Tu fais des patrouilles. Et t'es forcément un J'adore. homme. Ouais. Un bâtard. Non, t'es Non, pas forcément un bâtard. mais bon. Alors, ce qui est donc, je pense que ce qui est important, donc là je donne un conseil au MJ, quand vous lancez une campagne, parce que là on va partir, je pense que c'est quand même un jeu de rôle qui est très orienté campagne. Faire du one shot sur ce jeu de rôle, c'est perdre les 3/4 de l'intérêt du jeu. Comme d'ailleurs dans beaucoup de jeux de rôle, soit dit en passant. Mais là c'est clair. L'évolution des maisons, l'évolution au fil du temps, de prendre de plus en plus de puissance ou d'en perdre. Enfin, c'est ça qui est intéressant dans le jeu. Donc si vous êtes un MJ qui veut lancer une campagne avec des joueurs, première chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir des joueurs qui connaissent l'univers de Game of Thrones, c'est pas gênant qu'ils le connaissent pas. S'ils le connaissent, c'est cool, vous pouvez peut-être du coup adapter vos scénarios en conséquence, on va y venir. Mais surtout, ce que je vous recommande, c'est de dire à vos joueurs, on crée la maison, on crée les personnages, pause, j'écris mon scénario. Parce que suivant où et comment ils vont créer leur maison, ça peut grandement changer les scénarios. Les mecs, s'ils commencent dans le nord ou s'ils commencent à Dorne, c'est pas la même chose, quoi. Ouais. Donc, il faut, à mon avis, faire toute la création. Dire, ok les gars, je stoppe. Alors, vous pouvez avoir une idée de scénario, mais vous pouvez reposer un peu plus à plat le scénario, plus clair, plus orienté sur ce que ont fait vos personnages, aussi bien en archétype de joueurs que vis-à-vis de la position de la maison et tout ça. Et puis ensuite, donc c'est là, donc je reviens au fait qu'ils connaissent Game of Thrones ou pas. Ce que vous pouvez faire, c'est que s'ils connaissent pas Game of Thrones, faire un scénario qui n'a rien à voir, enfin qui est dans l'univers mais qui n'a pas forcément à voir avec les bouquins. Il peut être intéressant s'ils connaissent très bien la série et les livres, de faire un scénario qui se déroule en parallèle et puis de peut-être éventuellement de temps en temps un peu influencer l'existence des livres et tout ça. Et puis de peut-être du coup bifurquer sur des réalités un peu parallèles, quoi, quelque part. Ce qui est très très sympa du coup de fait d'avoir les romans en appui autour du JDR, c'est de pouvoir faire évoluer le monde, pas que autour de vos personnages. Ce qui se passe beaucoup dans les jeux de rôle quand vous écrivez une campagne, c'est que le monde évolue autour de vos personnages et c'est tout.
Là, vous pouvez le faire évoluer complètement, ça n'a rien à voir, mais il se passe des grandes choses et des choses qui peuvent très fortement les influencer. Et ça peut être très très sympa. Ensuite, quand vous écrivez vos scénarios, c'est ce qu'ils conseillent dans le livre. Moi, je suis pas trop d'accord, mais enfin, admettons. Ils disent en gros, alors si vous écrivez un scénario, je vais pas ressortir les chiffres et tout parce que c'est compliqué, mais si vous écrivez un scénario, alors il faut que votre scénario se déroule en 4 scènes, dont 2 majeures, 2 mineures, une moyenne, machin, truc. Quand j'ai lu ça, C'est comme une poésie. ouais, c'est un peu comme une pièce de Il théâtre. faut quoi. des alexandrins. Et... Alors quand j'ai lu ça, je me suis dit what the fuck, parce que comme on sait que les joueurs ne respectent jamais les scénarios, tu fais ça, ok, c'est cool, t'as un joli scénario bien écrit, c'est un joli roman, mais ils vont pas faire, donc de toute façon. Ils vont oui, tous c'est- passer à l'acte c'est 5 typiquement dès genre, l'acte 1. Alors en fait, le truc, Ils reviendront à l'acte 2 parce qu'ils ont bu un truc. moi c'est C'est un ça. point qui me gêne beaucoup dans ce jeu, dans Game of Thrones, qui est donc très possible que je n'exploite pas quand je jouerai, c'est qu'en fait la partie MJ est liée autour de ce système de scènes mineures, majeures et moyennes, je sais plus comment ils l'appellent. Et en fait, même la prise d'XP, la prise de gloire et tout ça est liée à ça. Si c'est une scène mineure, tu leur donnes tant. Si c'est une scène majeure, tu leur donnes tant. Tatati tatata. Bon, je pense que ça permet, si tu respectes bien ça, d'avoir une évolution très Après, lisse tu peux et très bien équilibrée. Tu Mais peux découper un peu ton scénar, même une fois qu'il est fait, tu sais quel est l'arc majeur, quel est l'arc mineur, et puis quels sont les trucs lambda. oui, mais le problème c'est que quand tu vas le jouer, en fait, c'est pas du tout dit que tu puisses découper si facilement Ouais, en si tu 5, fais, 6, 7 Oui, mais parties. Si tu tu peux fais d'un estimer, seul coup quoi. les 3 actes majeurs et. Ouais, tu peux estimer, mais en fait, au final, tu le fais, c'est comme tu fais d'habitude, quoi. Tu découpes pas et puis t'estimes. Voilà, bah, à chaque fois, c'est ce que tu fais quand tu écris un scénar. Et donc, alors, il t'explique une scène mineure, c'est une scène qui doit avoir, je sais pas combien de protagonistes, patati, patata. Une scène majeure, il doit se passer ci, patati, patata. Ah, ils sont spécifiques, c'est pour le MJ débutant de chez débutant, quoi. Et encore. Et ben, j'en sais rien, justement. Je sais pas si c'est pour le MJ débutant ou si c'est juste, ils veulent encadrer par des règles l'écriture des scénarios. Moi, ça me gêne personnellement, parce que quand j'aime écrire mes scénarios, j'aime faire ce que je veux. Il y a peut-être des MJ qui vont adorer faire ça. Donc là, c'est très très subjectif. Moi, je suis pas pour. Je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de MJ qui apprécient d'écrire un truc comme une pièce de théâtre minutée, chronométrée, avec des limites à droite à gauche, quoi. Je sais pas. Il J'en connais aucun qui travaille comme ça. Je sais qu'il y en a qui ont des habitudes de structure de scénario, qui voilà, ils veulent le faire en 3 actes, ils veulent le faire avec un arc principal et des arcs secondaires qui s'entremêlent. Voilà. Tout le monde a des structures. De la même façon que tu écris un bouquin, de toute façon, toutes les fictions sont rédigées de la même façon au final. Mais des trucs aussi détaillés que ce que tu nous expliques là, je Oui, parce que doute ça en qu'il y ait plus, c'est beaucoup de gens par scénario. qui... Oui, Donc, je doute qu'il y ait beaucoup de gens qui alors, fassent ça. Faudrait que je retrouve la page, mais. Non, tu enfin, peux juste rappeler que c'était en quelle année qu'il était écrit? Peut-être que ça. C'était 2000, peut-être, alors, l'édition de base, je crois que c'est 2005. Attends, je l'avais noté sur ma feuille de notes pour le coup d'avant. Alors, celui que j'ai, c'est 2012 et 2009. 2009. Ouais. Donc, c'est pas un vieux JDR. Hein. C'est les Non, nouveaux, oui. c'est les nouveaux tout. rôlistes en fait. Ils travaillent Ouais. comme ça. Je savais pas. On connaît pas Alors, les nouveaux. je vais retrouver les C'est scènes. ça, Ah, voilà. hein. Venez vous présenter dans Non. les commentaires, j'aimerais bien savoir comment Ils vous appellent pas travaillez. ça des scènes, ils appellent ça des défis. Pardon. Ah, des Alors, il défis. y a les défis mineurs, modérés et majeurs. Et typiquement, alors un exemple, hein. Je prends un exemple. Par exemple, pour un défi modéré, il vous conseille de donner entre 200 et 50 pièces d'or, entre 4 et 1 point d'XP, entre 2 et 0 point de gloire, par exemple. Tout dépend du truc, de l'axe, etc., etc. Par exemple, ils vous disent, bah, dans une histoire, ça serait pas mal de faire 4 défis mineurs, ou 2 défis modérés, ou un défi majeur. Je pense que c'est pour un scénario de base de quelques heures. Mais par exemple, ils vont vous dire, oui, mais alors si tu veux mettre un mineur et un modéré, bah tu peux, mais un mineur ça vaut un demi modéré, etc., etc., etc. Et en fait, ça fait des règles pour tout ça. J'ai dit, oh, Ouais, alors que tu veux juste donner tes points d'XP comme t'as envie, quoi. Je pense là, je suis en train de regarder les pages, j'ai l'impression qu'il y a vraiment pour des gens qui ont jamais fait de jeu de rôle, qui seraient complètement largués, qui savent pas quoi foutre avec leur bouquin. Ce qui est souvent le cas, à mon avis, des trucs à licence comme ça. Ouais, Parce peut-être. que les gens Peut-être, vont c'est l'acheter vrai parce que qu'ils c'est sont une fans des licence. Game of Ouais, Thrones. c'est vrai qu'il y a ça. Et bah ils ont peut-être besoin de savoir ce que c'est. Parce que je connais des jeux de rôle qui font bon bah si vous avez jamais Meuge, allez faire 2-3 parties de jeu de rôle avec des potes et revenez quand vous saurez Meuge. Non, Vous c'est aurez vrai. jamais des mecs qui ont Meuge. Bah, Mais là je pense que c'est pour des mecs qui ont acheté le bouquin sans savoir ce que c'est qu'un jeu de rôle, sans savoir Oui. comment le diriger et qui ont besoin d'être accompagnés par Ils ont juste vu Game of Thrones. Oui, parce qu'il y a aussi. Non, mais c'est vrai que maintenant tu dis ça, c'est possible parce que j'avais oublié ça quand même dans la partie narrateur. Il y a tout un tas de règles, des trucs évidents, du style. Ne faites pas jeter les dés à vos joueurs s'ils ont 18 dés pour faire un 1. Ouais. Oui, Sans c'est deck. un succès automatique. Ouais, voilà, des trucs comme ça. Ok.
Et c'est des trucs qui sont évidents, c'est vrai pour nous parce qu'on joue beaucoup, mais c'est vrai que pour un release Je débutant, pense c'est pas que c'est évident. pour un release complètement débutant sur le truc. Ouais, c'est vrai, c'est possible. Bah, justement, est-ce que c'est conseillé pour les débutants du coup? Bah, ça reste un Euh, très je gros dirais jeu. que oui. Enfin, Alors- je dirais que non. En 2 minutes, parce que on va devenir short. Pour moi, ce n'est pas un jeu de rôle qui s'adresse à des maîtres du jeu débutants. Alors, en fait, il pourrait s'y adresser parce que c'est un jeu de rôle qui est très cadré. Donc ça, pour ça, c'est très bien quand tu débutes d'être cadré. T'as l'univers qui est cadré, t'as les règles qui sont cadrées, enfin t'as tout ça. Si tu connais l'univers Game of Thrones, c'est très bien d'être cadré. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de règles. Donc, t'as 2 options quand t'es débutant. Soit t'es pas trop con et t'arrives à juste prendre les règles qui t'intéressent, tu vois, et à faire jouer petit bout par petit bout et à assimiler les règles petit à petit. Ça peut bien se passer, mais tu peux aussi rebuter les gens quand le mec, tu lui fous le paveton sous le nez, tu lui dis vas-y, apprends les règles, et là tu fais Il suffit que le mec soit patient. Hein. S'il achète, il voit bien la taille du livre quand il l'achète. S'il voit qu'il y a 4000 pages, il dit bon, ok, il y aura du boulot pour préparer. ouais. S'il est un peu patient et qu'il prend son temps. Moi j'imagine quand j'étais débutant que j'avais jamais me gérer quoi que ce soit, on me fout un pavé comme ça dans les mains, je me dis oh, ouah, mais je vais jamais m'en sortir quoi. Bah, oui. C'est un peu ça quand tu m'as mis Metal Adventure dans les mains. Je vais jamais m'en sortir. Tu t'en es jamais sorti. Hein, c'est Ouais, bon. t'as même pas J'en suis commencé jamais à sorti. lire. Ah, Non, j'ai bifurqué sur Patient 13. T'as Et même là, pas commencé à lire. et là, c'est plutôt le- bah, Non, mais je le sais problème, pas, c'est le- un jeu de rôle comme somme toute classique, quoi, de ce que tu en décris. Il est pas Non, plus non, il y dur a- qu'un Donjon et Dragon. Non, ou- non, il est pas plus dur qu'un Donjon et Dragon. Donc voilà, faut aussi si quelqu'un doit commencer quelque part, autant qu'il. Oui, commencer alors là-dessus, après, si il c'est faut, le voilà, il faut avoir la volonté, il faut être conscient que derrière, il y a du boulot. Parce que des fois, tu as des bouquins qui font 400 pages, mais tu as 200 pages de background. Tu vois. Mais là, c'est l'avantage qu'il y a, c'est le Game of Thrones. Je pense que le mec qui va acheter ce truc, c'est quelqu'un qui aime la série, qui aime le truc, qui veut se plonger dans Oui, l'univers. donc Donc il y là, a déjà la motivation en fait. Contrairement à Donjon et Dragon, faut voilà, tout donc commencer ça from par contre, ça scratch. peut être bien. Mais si tu connais tu connais pas Game of Thrones, on t'a dit ouais, c'est juste trop bien comme série, vas-y, tu te mets au JDR. Ouais, là, Et t'es là- con. Là, si on dit c'est bien comme série que tu commences par le JDR, Ouais, non, t'es con. Ouais, là, parce que là, t'as 300 pages de règles à te taper et t'as 6000 pages de background à te taper. Et de spoiler, du coup. Spoiler. Bravo. Et là, GG. Et là, c'est du boulot, là. Donc, débutant, attention. Je pense que si vous êtes débutant, regardez la série, lisez les bouquins. Si l'univers vous plaît, ok, prenez-vous le livre. Mais soyez patient, ça va être long. Moi, là, j'y ai passé, pour lire tout ça, là, juste la lecture rapide, hein, en mode roman, je me pose pas de questions, j'y ai passé 20-25 heures. À peu près. Maintenant, je vais y passer le temps pour maîtriser les règles, écrire les scénarios. Je vais repasser, je pense, une dizaine d'heures à relire le livre pour maîtriser les règles. Et après, je vais y passer un certain nombre d'heures pour écrire mon scénario. Donc, attention si vous êtes débutant. Si vous êtes expérimenté, que On vous avez fait revient du DD l'année et tout, prochaine pour vous ça dire. passe. Ça passe. Est-ce que tu nous feras une autre partie Oui, alors on fera une partie 4, mais pas dans les prochains, je pense, un peu plus tard, où on aura un peu fait une campagne entre nous, des choses comme ça. Ok, donc là, Où là, on va parler de la mise en le pratique. retour d'expérience dans 2 ans. Non, on va faire quelques scénars, tranquillou, voir un peu comment 3 ça ans. évolue. D'accord. Bah voilà, ce podcast 64 est terminé. Donc on vous remercie de nous avoir écoutés et on dit à bientôt. Salut. Bisous. Arrêtez avec les bisous.